En présence de la caméra, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui en fait clôture une journée qui elle-même est une journée de clôture, donc on clôt beaucoup aujourd'hui. Clôture d'un projet de recherche qui s'est étalé sur une dizaine d'années, en tout cas une dizaine d'années de subventions. Donc on était tous plus jeunes et pour certains plus maigres au moment où tout cela a été pensé. Projet qui s'épuise, pas en tant que tel, on en a parlé aujourd'hui, il y a plein de pistes encore que l'on pourrait suivre, mais il m'a semblé que c'était intéressant de refermer un projet, de marquer le coup que ce projet sous cette forme-là s'arrête, avec l'arrêt du financement, mais je pense aussi qu'on était quelque part arrivé au bout de quelque chose. Alors c'est l'occasion pour moi de remercier les collègues et néanmoins amis avec qui on a lancé cela il y a bien longtemps. Remercier aussi à peu près, à travers ceux et celles qui sont présents, la bonne cinquantaine d'assistants de recherche. Je crois qu'il c'est plus que ça, mais moi j'ai compté que j'en avais fait travailler 9 dans les 10 dernières années sur ce projet-là. Je n'ai pas fait le compte des autres, mais je sais qu'un certain nombre d'entre elles et d'entre eux ont été contactés pour leur annoncer au moins l'existence de la journée d'aujourd'hui. Donc, et bien sûr, comme tous ces projets-là, ils ne se seraient pas réalisés, ils n'auraient pas abouti à quoi que ce soit s'il n'y avait pas eu des personnes qui ont encodé tout ça. Ça a été une longue épreuve, à la fois, je crois, de distant reading, ce projet, et de distant supervising. Parce que d'ailleurs, on a longtemps réfléchi à ces questions-là, de savoir comment superviser le travail des assistantes et des auxiliaires et des assistants sans lire les œuvres qu'ils devaient se taper parce que ça nous prendrait trop de temps pour parvenir à faire une supervision efficace. Et puis en plus, on n'a pas besoin d'être deux à souffrir. Ça suffisait. Donc ça a été une question qu'on s'est posée, et on a d'ailleurs trouvé des techniques au fur et à mesure pour retravailler, reprendre, de telle sorte à pouvoir arriver à ce à quoi on est arrivé à peu près maintenant. Il y avait une communication ce matin qui avait fait des statistiques sur l'ensemble de la base publiée. Effectivement, on est autour d'une centaine de titres qui ont été analysés et vérifiés. La principale difficulté, moi je vous le dis pour avoir fait le travail dans les 5 dernières années, je pense, dans un travail comme celui-là, une fois qu'il est lancé, une fois que les choses sont posées, c'est à la fois la pérennité informatique de la chose, qui est une vraie difficulté. On a eu le cas avec un autre site que Olivier a monté il y a longtemps, qui est devenu inaccessible pendant quelques jours parce qu'il s'était fait attaquer par je ne sais quel Ukrainien. Je ne peux pas être raciste, il n'est peut-être pas ukrainien. Mais en tout cas, il s'est fait attaquer par... Voilà, c'est un russe. Il s'était fait attaquer par quelqu'un. Et ça, mon Dieu, si on n'a pas la personne qui est capable de débugger le truc, on est pris avec cette difficulté-là. Mais il y a aussi toute la question de la pérennisation de l'outil lui-même. Et je crois que c'est vraiment, à un moment, il faut croire en l'outil. Autant, peut-être plus qu'en les résultats. Je crois qu'il faut bichonner le truc, s'arranger avec la base de données, revoir, reprendre, éliminer des choses au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles choses qui entrent et de nouveaux problèmes qui apparaissent. Et effectivement, l'un des moments clés dans l'apparition de nouveaux problèmes et donc de nouvelles questions, c'est, on en parlait tout à l'heure, le moment où pour la deuxième partie de la subvention, plutôt pour la deuxième subvention, la seconde, on a décidé d'ouvrir le corpus aux 50, 60, 70 dernières années et au corpus québécois. Et ces deux décisions-là, en décidant de ne pas ouvrir à d'autres choses, parce qu'on avait discuté à l'époque, on s'était demandé si on devrait ouvrir à autre chose, on avait décidé d'ouvrir à cela, ça a apporté des questions nouvelles. Alors, moi j'ai la job facile ici, j'explique à ceux et celles qui ne le savent pas comment ça va fonctionner. Donc j'ai envoyé un certain nombre de questions à un certain nombre de personnes qui ont été les animateurs, animatrices principales du projet depuis quelques années ou depuis le début, selon les cas. Et puis, j'ai gardé en réserve quelques questions qui peuvent être adressées à tout le monde. Et donc, celles et ceux qui ont été contactés directement ont préparé quelque chose, enfin j'espère. Et pour le reste, on aura une discussion générale tout à l'heure et prendront les questions au vol, celui ou celle qui voudra le faire. Alors, donc voilà, j'impose l'ordre tout de suite.
Et ça va se faire comme suit. La première victime en ordre, mais c'est sa faute, parce que c'est lui qui a lancé le projet au départ, donc il ne faut pas venir se plaindre maintenant. C'est donc Michel Lacroix, et la question que je lui ai posée, c'est d'où est né ce projet? Alors, si je remonte dans l'histoire, je pense que ça, dans les racines généalogiques de la chose, c'est le siadiste, qui est la plus ancienne forme, c'est-à-dire que je suis assez vieux pour avoir été un des derniers étudiants membres du CIADIS, qui était le Centre interuniversitaire d'analyse des discours et de sociocritique des textes. Donc, il regroupait, entre autres, il y avait Marc Angenot qui était ici à McGill, il y avait Pierre Popovic, il y avait Simon Harel à l'UQAM, il y avait plein de gens, il y avait Régine Robin aussi à l'UQAM. Donc, c'était un gros centre de recherche qui a perdu ses subventions vers 97-98, puis là, ça a disparu. Puis là, je me souviens que pendant 2 ou 3 ans, il n'y avait plus rien qui regroupait les chercheurs, puis surtout les jeunes chercheurs sociocritiques. Donc, ça a amené au collège de sociocritique. Donc, vers 2000, j'ai l'impression, quelque chose comme ça. Pascal était là à ses tout débuts. Puis donc, ça, je pense que c'est la base sur plusieurs plans, c'est-à-dire le plaisir de faire des choses à plusieurs, qui est vraiment quelque chose que je partage autant que possible. Et par la suite, tout ça, ça donne, entre autres résultats, une longue promenade dans le parc des Laurentides qui nous amène à Chicoutimi pour l'ACFAS de 2005, où on avait fait le colloque sur les sociabilités imaginées, qui a mené au numéro de Tangence avec Guillaume. Puis ça, c'est le moment où quand ça commence à prendre forme, je pense, intellectuellement, ce qui va donner le projet de recherche puis le Gremlin. Ensuite, il y a une semaine en mars 2007, si ma mémoire est bonne, où j'apprends successivement que Pascal, Anthony et Guillaume viennent de devenir profs dans leurs universités respectives. Puis là, moi, ça faisait quelques temps déjà. Puis là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. N'importe quoi, mais on peut faire un groupe de recherche. On va trouver, puis je crois que la semaine après, je vais envoyer un long courriel pour leur dire, voilà, on va faire quelque chose. Il y a eu les sociabilités imaginées, voilà ce que je pense qu'on pourrait faire. Puis là, c'était... Je suis pas sûr que ça soit très précis, mon courriel. Il était long, ça c'est sûr, mais précis, ça, je suis pas sûr. Donc ça, c'est à la base, puis ça menait au dépôt du projet de recherche en 2007, puis le projet a été subventionné pour sa première mouture, 2008, puis ça a commencé. Puis là, il y a déjà eu l'idée très tôt, Olivier était dans les parages, qu'il y allait avoir la possibilité de faire une base de données. Puis, on était loin de vraiment réfléchir à la question d'humanité numérique ou quoi que ce soit, là. C'était pas tellement dans les discours, dans le monde des études littéraires québécoises, peu. Donc, c'était plus comme un outil. Je vais reprendre le terme d'Anthony, son caractère marxiste qui réapparaît. Il faut croire en l'outil. Je n'ai pas parlé des moyens de production. Donc, on a cru en l'outil, puis surtout aux personnes qui étaient capables de concevoir des outils et les faire perdurer dans le temps, effectivement. Puis donc, on a élaboré des fiches plus ou moins progressivement pour essayer justement de traiter un grand nombre de textes aussi mauvais que bons, souvent plus mauvais que bons d'ailleurs, mais peu importe. Puis voilà un peu comment c'est né, je pense, le truc dans mon souvenir, et comment ça a pu se développer. Puis parallèlement, c'était quand même le moment où il y avait toutes les réflexions sur la relance des réflexions sur l'auteur, la fonction auteur, donc il y avait cet aspect-là. Il y avait la longue histoire des recherches sur les sociabilités, les réseaux, les groupes et ainsi de suite. Donc ça, c'était l'autre facette. Puis ça s'est conjoint d'une certaine manière. Puis avec les sociabilités imaginées, c'était l'idée de plonger vraiment fortement dans les représentations, les figurations. Je ne sais pas à quel moment figuration est devenu le terme qu'on a choisi pour développer notre conception de la chose. Ça, c'est un peu plus vague. Mais c'est entre 2008-2010, parce qu'en 2010, dans le premier
collectif du Gremlin, c'est déjà là. Ben, ça devait être dans la demande de subvention, Ouais, j'ose croire. Ça devait être là. Donc voilà, je ne sais pas si... Moi j'ai un autre souvenir, on ne va pas faire tout le truc sur les souvenirs, mais je vais quand même en ajouter un. Est-ce qu'on était chez toi? Je ne sais plus. On était dans un jardin à l'arrière de chez quelqu'un, je pense que c'était chez toi. Et c'était un dimanche après-midi, copieusement arrosé. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir Oui, non, mais certes, j'assume. Ah, ok. On n'avait pas conduit après. Tu reprends le mythe des professeurs éthyliques. J'allais y venir. C'est là qu'on avait conçu, Björn était là, et on avait commencé à concevoir la base avec toute notre incompétence à nous. Et Björn qui nous disait, oui, mais attends, mais non, ça ne va pas être possible, il faut faire ça comme ça pour que ça ait du sens et tout ça. Et effectivement, d'où l'utilité effectivement de boire en travaillant. Alors, merci Michel. Tant qu'on en est dans la genèse, je passe la parole à Pascal Brissette, qui est par ailleurs notre hôte. Et la question que je lui ai posée était la suivante. Pourquoi avoir choisi ce corpus-là? Je me souviens qu'à l'époque, déjà, on y avait réfléchi. Il y avait des différents critères qui étaient intervenus. Qu'est-ce que ce corpus, en fait, ce corpus et puis son extension ont eu de spécifique? L'un des enjeux avait été de faire une période très longue qui se fait très rarement dans les projets de recherche, puisqu'on travaille sur un siècle et demi au début, entre 1800 et 1945. Et puis après ça, on a poussé jusqu'à 2010, je crois, donc on est au-delà de 2 siècles de corpus, ce qui était extrêmement ambitieux. C'est étonnant qu'on ait été subventionné. Donc voilà. Oui, tu m'avais posé la question pourquoi l'intérêt de ce corpus, peu importe. Je tiens quand même à rappeler, parce que ça fait partie de la genèse du projet. Michel a évoqué le CIADES tout à l'heure, mais on est vraiment héritier de questions qui sont avant nous. Et les questions dont on a hérité, au départ, c'était celle d'une sociologie de la littérature qui apporte un savoir sur le hors-texte, les auteurs, les réseaux, les prix, etc., la légitimation, donc tous les travaux de Dubois, Bourdieu et autres. Et de l'autre côté, il y avait cette tradition sociocritique qui s'était développée parallèlement et qui s'était croisée au CIADEST, dont cette fois-ci, interrogation de la socialité, mais à l'intérieur du texte, les sociolectes, donc le langage, les structures idéologiques, les idéologèmes, le brassage d'idéologie, etc. Donc, il y avait ces deux traditions qui s'étaient croisées au CIADEST et qui ne s'étaient jamais tout à fait réconciliées. Il y avait des engueulades épiques. Ils sont toujours pas réconciliés. Non, mais en fait, je crois... le projet, il est né de ça. Il est né de cette ambition, de ce désir d'interroger cette fois-ci les textes, comme la sociocritique l'avait fait, mais pour apporter un savoir que la sociologie ne pouvait pas apporter au hors-texte, donc essentiellement au monde littéraire. Et pour moi, la grande valeur de notre corpus, et on est aussi héritier en cela de la sociocritique des textes, c'était surtout intéressé au roman. Donc, on s'est dit, bah oui, le roman, ça va de soi, surtout, et donc là, on partait du roman réaliste, qui a été le modèle de la base de données, avec toutes les limitations que ça a apporté par la suite, c'est-à-dire en créant la base de données à partir essentiellement d'Illusions perdues et de Charles de Mailly, on s'est trouvé à poser un certain nombre de questions et à poser des balises qui, arrivés au faux monnayeur et ultérieurement avec l'autofiction, on a fait « Waouh, OK, ça fonctionne plus, là. Ça fonctionne plus, mais en même temps, c'est intéressant que ça fonctionne plus. » Donc, les questions nées de ça sont sans doute plus intéressantes que les réponses qu'on a pu y apporter à ce moment-là, ou les ajustements à la base de données. Donc, pour moi, l'intérêt du corpus, il est là. Il est d'avoir tenté, avec cette ambition, et je comprends toujours pas pourquoi on a été subventionné à l'époque pour le premier. Pour le deuxième, on avait déjà fait nos preuves, et c'était, grâce à des gens qui se sont joints à nous, ils ont travaillé très très fort. Et donc, il y avait la base pour un deuxième projet. Mais pour le premier projet, ça reste encore une question pourquoi. Cela étant dit, donc, ça a fonctionné. Et c'est un très, très large pan, donc interrogation historique qui était commune à tous. On avait tous cet intérêt pour l'interrogation sur le temps long. D'un même corpus, on a tenté de pas... et alors, je me souviens qu'à l'époque, on avait donc exclu toute une série de corpus qu'on trouvait par ailleurs extrêmement intéressants également. Les mémoires de la vie littéraire, le théâtre, les essais, la poésie, où on trouve abondamment, et là, je ne parle même pas des journaux, des nouvelles, des contes, des recueils de contes, donc des genres courts, toute une série de corpus qui auraient été aussi intéressants
mais qu'on a exclu pour des raisons méthodologiques, parce que ça devenait ingérable, mais également parce que ça impliquait, donc pour la translation dans la base de données, beaucoup trop compliqué. Donc, l'intérêt, il était là, c'est-à-dire un type de corpus avec sa propre tradition, tradition de genre narratif long, puis interrogation dans cette perspective-là, avec les limitations du genre réaliste au départ, d'une représentation du monde littéraire de manière à interroger ces représentations, ces figurations, en vue de ce qu'ils peuvent nous dire du monde réel et du monde dans lequel, donc, du monde qu'avait étudié la sociologie de la littérature et que continue à étudier la sociologie de la littérature. Deuxième intérêt de notre corpus, et deuxième type d'exclusion, les romans à personnages, artistes, écrivains, seuls au monde. Donc, là encore, il y avait des travaux qui nous précédaient sur soit les mythes de la littérature, à Claude Abbastado, etc., soit sur les Diaz également avait énormément étudié ça, Steinmetz, etc. Donc, essentiellement, la représentation de l'écrivain solitaire, abondamment du côté du romantisme. Et il s'agissait, cette fois-ci, non plus de regarder l'écrivain tel qu'en lui-même Dieu l'a fait et qui écrit sous l'inspiration des dieux, mais plutôt l'écrivain dans cette relation, c'est-à-dire ramener à cette chose extrêmement triviale qui est cette relation qu'il entretient avec les autres acteurs du monde littéraire. Donc, cette idée, et je crois que c'était là encore quelque chose d'extrêmement porteur, de très fécond, d'interroger non plus les représentations de l'écrivain, mais plutôt les figurations, c'est-à-dire l'ensemble des relations qui existent et qui n'existent que dans le roman, mais avec ce qu'elles peuvent comporter de savoir, de connaissances sur le monde réel, par transposition. Merci beaucoup. Je vais rajouter un petit truc quand même, je vais te couper la parole, Anthony, parce que ça m'a fait repenser à des éléments à la genèse un peu du projet, puis d'autres figures de filiation jusqu'à un certain point. Mais si on a décidé d'approcher la figuration, la manière dont on a essayé de le construire, c'était donc lié en grande partie au personnage, donc à un élément de la structure romanesque, puis à ce que Bello, entre autres, avait pu faire de l'écrivain fictif, oui. Puis à ce que Hamon a pu développer comme sémiologie du personnage. Parce que je trouvais, puis en tout cas moi c'était un des éléments que je voulais intégrer dans la fiche, je trouvais que la façon dont Hamon a pu essayer de spécifier les différentes facettes, puis entre autres l'étiquette, puis la façon dont ils sont nommés, puis par qui ils sont nommés, que ça allait nous révéler des choses sur la construction des personnages d'écrivains, puis des enjeux qui sont portés par la façon dont on désigne ou dont on contourne la désignation, par exemple tout ce qui est les critères de force, de vigueur physique ou d'absence de vigueur physique. C'est déjà là dans les stéréotypes de personnages romantiques, mais chez Bello aussi c'est là. Puis moi j'ai l'impression que ça c'est un des plans sur lesquels Bello se trompe, c'est-à-dire quand il juge que la force physique de Boucher c'est un anti-écrivain, mais je trouve que non, Monterland était déjà de ce côté-là, puis effectivement, il y a des constructions de l'écrivain qui sont du côté de la force, puis c'est pas un anti-écrivain, c'est une forme spécifique d'écrivain construit comme ça. Puis il faut donc plonger vraiment dans les sous-constructions romanesques. Puis il y avait aussi tous les enjeux et de ce que Dubois avait pu commencer à développer sur la sociologie romanesque. Donc le romancier comme sociologue, mais aussi Méso puis la posture. Donc il y avait comme une vraie volonté d'aller dans le roman, faire de la sociocritique en tenant compte de toutes les considérations sociologiques, puis pas être dans un camp ou dans l'autre, mais on avait vécu la crise de la dissolution du collège de sociocritique, mais il y avait cette volonté-là de se placer précisément à la jonction du côté du clivage. Là. Puis là où ça fait bobo, là, c'était là qu'on voulait se situer théoriquement. Dans la zone inconfortable, oui. Et dans la conciliation des disciplines et des approches. C'est amusant parce que dans le texte qu'on a écrit à 5, il y a longtemps, avec Guillaume Pinson qui a dû partir et puis Bernard Dozo qui est à Liège, on commençait avec ça,
sur la question de l'entre-deux inconfortable dans lequel on se décidait, on se mettait de façon consciente. Avoir le cul entre deux chaises, pour le dire comme il faut. Ok, merci à tous les deux. Alors, je disais, le projet s'est fait en deux étapes. Dans une première étape, on était 5, enfin 4 et un cinquième qui n'était pas subventionnable, qui était ailleurs. Et dans la deuxième étape, on était 6. C'est ça, on ne me trompe pas, 4 plus 2 qui sont... Ah non, ouais, c'est ça, 6. Le nombre, c'est parce que le nombre d'intervenants et le nombre de personnes subventionnées, c'est pas la même chose. Mais on était 6 subventionnés, et les 2 qui se sont ajoutés sont Mathilde Baraban et Marie-Pierre Luneau, pour lesquels j'ai chacun préparé une question dans chaque cas. J'en avais préparé une pour Guillaume aussi, mais il est parti. Voilà, il a dû partir en prétextant le fait qu'il habite à 300 km d'ici, ce qui est quand même un peu bas. Alors, Mathilde d'abord, qu'est-ce que l'une des décisions, et on en a souvent reparlé d'ailleurs sous ton impulsion, a été donc d'ouvrir le corpus à la période contemporaine, enfin ce qu'on a appelé la période contemporaine, en pratique des années 45 jusqu'à aujourd'hui, c'est large, contemporain. Et ça a effectivement posé toutes sortes de questions méthodologiques qu'on a eu à se poser, sur lesquelles on a discuté. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Mais déjà, c'est vrai que j'allais partir de cette précision-là, parce qu'on dit contemporain entre nous, puis on se comprend, mais c'est pas l'acception habituelle, parce que c'est 45 jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, on a même des œuvres qui vont jusqu'à 2014, je crois, dans la base. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les apports autour de l'intervention de Léa Tilkens ce matin. Il y a une nouvelle réalité, la vie littéraire change, donc évidemment on en retrouve les échos dans les textes. Il y a des nouveaux personnages, des nouvelles scènes de sociabilité, on en a un petit peu déjà parlé ce matin. On a aussi parlé, disons, de ce que ça a dérangé beaucoup tout au long de la journée. La base avait été conçue pour des romans réalistes. Il y a eu toutes sortes d'adaptations qui ont été nécessaires. Je crois que c'est toi qui en parlais ce matin, Olivier. On a dû créer pour les narrateurs une petite case. Donc la base, il y a des questions ouvertes et des questions fermées. Donc questions fermées, on a des menus déroulants et puis il faut choisir. Et malheureusement, quand c'est ni un narrateur hétérodiégétique, ni homodiégétique, ni autodiégétique, on est bien embêté. Donc on a créé la case problématique. Voilà, quelque chose de très concret que le corpus contemporain a fait notre base. Il a fallu créer des réponses fermées ouvertes. J'en ai aucune idée. C'est ça. Ne se prononce pas. Mais finalement, je suis allée regarder, on n'en a pas tant que ça des problématiques. Donc on a réussi quand même la plupart du temps à trouver. J'ai regardé, il y en a 5 des problématiques. Dont 4 qui sont après 1960. Il faut dire qu'on n'a pas recommencé le travail pour les fiches qui avaient été déjà faites pour aller, peut-être, pour certains cas, ça aurait été utile d'avoir eu ce problématique. Mais bon. Deuxième problème qu'on a eu, c'est des textes qui carrément ne rentrent pas du tout dans la base. Il y en a eu 2 en fait qu'on a casé entièrement dans les cas problématiques, et là on est vraiment pour le coup dans les expérimentations formalistes. Pour le corpus français, tu parleras peut-être pour le corpus québécois, mais pour le corpus français c'est Louve basse de Denis Roche, et là on a un texte qui n'est pas narratif tout simplement, donc on ne peut pas vraiment le faire rentrer dedans. L'assistante de recherche qui a travaillé dessus, qui est Camille Durand-Plourde, qui a fait beaucoup de fiches, donc qui connaît très très bien la base, a fait tout ce qu'elle a pu, je pense, pour arriver à le faire rentrer dans les formulaires, mais ça ne fonctionnait pas. Pourtant, elle a quand même réussi à mettre en fiche Les fruits d'or de Nathalie Sarraute, ce qui n'était pas évident non plus. Donc c'est pour dire qu'une fois encore, oui, à mesure qu'on avance vers le contemporain, la poétique romanesque est de plus en plus dérangée. On va vers des formes qui sont plus proches du récit d'ailleurs. Dans notre ouverture, on s'était dit qu'on allait peut-être laisser tomber le roman mais passer au récit en général.
Il n'empêche que ça reste très marginal, même pour les œuvres qu'on n'a pas réussi du tout à mettre en fiche, il n'y en a que 2. Pour le corpus français, une seule. Et puis, comme par hasard, c'est les années 70-80 quand même. Donc, on est vraiment dans les expérimentations formalistes. Peut-être la dernière chose, dans les hypothèses qu'on avait dans la deuxième vague du projet, l'ouverture au contemporain, on s'est dit que ce serait l'occasion de regarder ce qui advenait des rapports entre réalité et fiction. Et j'ai regardé entre le premier projet et le deuxième, les glissements de définition. On parlait au tout début, dans le premier projet, de romans qui ne se présentent pas comme susceptibles d'un procès de véridiction et qui s'annoncent explicitement comme fictionnels. Et on a pas mal déplacé après. Dans le deuxième temps, on parlait de récits fictionnels non romanesques ou de fiction, ou du moins de textes narratifs qui rendent ambiguës les distinctions entre fiction et diction. Donc, on a essayé petit à petit d'arriver à trouver quelque chose qui allait laisser de la place aux autofictions, en fait. Est-ce qu'il y en a tant que ça ? Je ne sais pas s'il y en a vraiment beaucoup plus qu'avant. Tu disais, Corinne, on pourrait le faire entrer dans les autofictions d'une certaine manière. Bon, c'est aussi, une fois encore, la lecture rétrospective du corpus peut-être nous ferait voir les choses autrement. On en a quand même quelques-unes, Angot, Nothomb, Houellebecq, Chevillard, je n'avais pas pensé, mais qui tombent plus ou moins dans l'autofiction. Et encore, c'est des définitions de l'autofiction qui sont assez différentes. Puis, il y a les cas de biofiction, puis le cas très bizarre de Jean-Benoît Puech, avec son Benjamin Jordan, dont avait parlé Alexandre Geffen dans une de nos journées d'études. Bon, est-ce que c'est typiquement contemporain ? Faudrait voir. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même un continent non négligeable, je dirais, du corpus sur lequel on a dû travailler. Voilà pour l'ouverture au contemporain. Merci Mathilde. L'autre, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose dont tu as cité le nom de Camille, et c'était important. Il y avait quelqu'un d'autre, comment elle s'appelait C'est Charline. Charline, voilà. Charline, merci. Ces deux personnes-là ont eu un rôle majeur tout au long surtout dans les 5 dernières années, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre des fiches qu'on avait rendues publiques qui nécessitaient une relecture que nous avions faite, mais quand même un peu de loin. Et donc, il y a quelqu'un qui est repassé sur toutes les fiches pour émettre des rapports de révision qui ont ensuite donné lieu à un retravail sur ces fiches-là. Et Camille, dans les 2-3 dernières années, en a fait des paquets. Elle est encore en train d'y travailler. Elle ne pouvait pas être là parce qu'elle était malade aujourd'hui. Mais d'avoir trop travaillé. Voilà, on la salue au passage. Donc l'autre décision qu'on avait prise, en se posant moins de questions, je me souviens, à l'époque, et pourtant c'est pas si simple, avait été d'ouvrir le questionnement au corpus québécois. Le corpus belge francophone n'a pas été totalement oublié, il a été oublié de la base de données, mais on a fait un numéro de revue, la revue textile que j'avais dirigé avec Bernolève Dozo sur le sujet. Et donc, Marie-Pierre, quelle différence, quel rapprochement entre corpus français et corpus québécois, émettais-je comme question? Et je dirais, mon cher collègue, que c'est une question très perverse. Mais je t'en remercie. Parce que ça supposerait que je connaisse absolument le corpus français, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, je pense que je vais plutôt vous dire ce qui me frappe là, dans le corpus québécois qu'on a ajouté, qui est bien modeste, mais encore. Je me suis souvenue, en réfléchissant à ça, d'une discussion que j'avais eue avec Michel, probablement avant d'arriver ici au Gremlin, qui me demandait est-ce qu'on devrait intégrer les romans québécois. Puis c'était assez naïf là, comme discussion parce que on avait dit oui, c'est vrai, il y a sûrement quelque chose à faire. Il y a Maryse, est-ce qu'on mettrait le libraire? Puis là, tu m'avais achalé avec ton sempiternel André Laurence, que tu as encore cité tantôt. Mais je pense qu'on ne soupçonnait pas, même si on pensait que ça pouvait être important. Moi, ce qui m'étonne, là, en regardant la bibliographie, entre autres, c'est à quel point il y en a. Là, on a dépouillé à partir de 1950 jusqu'à nos jours. Puis tu as dit ce matin, Olivier, 336 romans dans la bibliographie. C'est pas nécessairement des romans de la vie littéraire, ça peut être des romans où il y a un écrivain seulement, mais quand même, c'est énorme.
ça dit quelque chose là, d'important. Puis j'ajouterais, là, ce qui me surprend maintenant, à force de lire autrement maintenant d'autres textes bien antérieurs, c'est de voir à quel point, justement, ton intuition était bonne, puis c'est une figure qui est ancienne. J'ai dit ce matin, si on avait décidé d'inclure un corpus populaire, ben on verrait que dans les années 20, à la fin des années 20, les années 30, la figure du journaliste est très puissante, très importante. C'est encore vrai dans les fascicules des années 40, 50, aux éditions Polyjournal. Puis il y a une mutation qui se fait certainement là, à partir des années 60, où là, c'est plutôt les écrivains qui vont être représentés, puis la vie littéraire. Donc ça, je suppose que ça suit les tendances du corpus français, c'est-à-dire représenter d'abord le milieu journalistique, puis ensuite la vie littéraire, les écrivains, tout ça. Donc ça, c'est ma première surprise, voir à quel point il y en a, puis voir à quel point ça remonte loin, finalement. Puis là, je vais revenir sur la période plus récente, parce que c'est là-dessus qu'on a fait des fiches, les années 60 à nos jours. Il y a une phrase d'un roman de Patrick Nicole qui dit, dans le fond, la littérature, c'est cette vieille dame qui ne réussit plus qu'à parler d'elle-même. Puis j'ai l'impression que ça arrive, ça, dans le contexte québécois, à partir des années 60, puis probablement que ça s'intensifie à partir des années 80. Puis ce qui m'a frappée en travaillant, entre autres, pour la communication, c'est à quel point, non seulement cette vieille dame parle d'elle-même, mais qu'elle est précise dans ses sujets. Si je reprends, par exemple, l'exemple de la figure de l'étudiant en littérature, puis là, je vais faire une comparaison, tu vas être content. Pour le corpus français, je n'étais pas capable vraiment de trouver sur quoi il travaillait, mais pour le corpus québécois, ben là, je savais sur quel est leur sujet de thèse, combien de fois ils ont changé de sujet, etc. C'est précis, comme s'il y avait quelque chose à justifier. Donc là, je ne sais pas ce que ça peut nous dire sur, tu parles, Pascal, de faire des ponts avec la sociologie, tout ça, mais on a parlé tantôt des ateliers de création, puis il y a quand même une donnée importante au Québec, c'est le fait que la création s'enseigne à l'université, puis il y a quelque chose là qui est peut-être à creuser pour plus tard, pour faire le pont avec la vie réelle, que j'avais d'ailleurs déjà travaillé dans un séminaire conjoint que vous aviez. J'avais travaillé sur les notices biographiques de certains écrivains de la relève, on va dire ça rapidement comme ça. Puis c'était des écrivains qui avaient des diplômes en création. Donc la notice biographique était à peu près toujours faite sur le même modèle, c'est-à-dire il détient un doctorat en création de telle université, et il a fait une série de job-in, il a été cueilleur de cerises, etc. C'est comme si, puis il était tout pareil, comme s'il y a quelque chose là, de la mauvaise foi. Donc, les romans de la vie littéraire me semblent être particulièrement de mauvaise foi. Là, pour les dernières années au Québec, il y a quelque chose à travailler. Ce sera une des pistes à poursuivre. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, merci à tous les quatre de vos réponses. Alors, je vais un peu ouvrir la discussion, mais j'invite celles et ceux qui ont déjà parlé à poursuivre. Non, justement, à poursuivre si le désir, mais que les autres ne se sentent pas pour autant contraints ou mis dans une situation difficile. Non, mais l'une des raisons pour lesquelles j'invite aussi celles et ceux qui ont déjà parlé à parler encore, c'est qu'on est pris dans la vie de prof, et de plus en plus dans la vie avant le professorat, comme doctorant, postdoctorant, à travailler dans différents projets avec différentes personnes, à être pris dans différents trucs. Et ces différents projets peuvent s'interconnecter, s'entremêler, s'entrechoquer, et parfois dialoguer dans le meilleur des cas. Et donc c'est là-dessus que j'aurais voulu interroger tout le monde, c'est comment est-ce que ce projet-là, qui pour vous tous et toutes a été un projet, mais pas été le seul projet, on a tous travaillé sur d'autres choses dans les 10 dernières années, comment est-ce que ce projet-là, ou ces questionnements-là, ou cette mise en fiche, ou ce corpus, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, a pu servir ou a desservir dans votre travail sur d'autres aspects, dans d'autres projets, dans d'autres questionnements. Qui est-ce qui veut relever cela? Vas-y, Marie-Pierre. Moi, le premier usage que j'en ai fait, là, c'est la méthodologie qui est totalement exportable. Tantôt, Pascal a dit que ça avait été long, là, définir le protocole, la base de données. Puis bon, vous avez été très critique envers cette base de données. Vous l'avez toujours été, d'ailleurs, un peu trop, à mon avis.
Mais donc, cette méthodologie-là est exportable. Moi, je l'ai utilisée je l'ai suggérée à plusieurs étudiants de maîtrise qui ont adapté la fiche, puis qui ne l'ont pas reprise dans l'intégralité pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a fait mourir, je ne sais pas, 50 assistants de recherche à faire ces fiches. Donc, mais si on enlève tous les morceaux puis qu'on garde ce qu'on veut, c'est tout à fait exportable. Puis moi, j'ai l'intention de l'utiliser dans un projet sur les fascicules de romans d'amour. Le questionnement et la méthodologie ont également été utilisés dans un de mes projets qui portait sur la vocalisation de la poésie. Donc, c'est à la fois, on est dans le domaine de la représentation ou de la figuration. Moins romanesque cette fois-ci parce que je travaillais sur les figurations du poète en lecture ou en déclamation à la fin du 19e siècle. Donc, il n'y avait aucun roman, à part peut-être un roman de Marmette qui permettait d'interroger ça, mais cette méthodologie a également été utilisée à ce moment-là ou transformée pour interroger des romans. Donc, essentiellement, je suis allé voir dans des romans, dans des chroniques, dans des comptes rendus de spectacles, de lectures, de soirées, du Cercle Ville-Marie et d'autres cercles littéraires. De quelle façon est-ce qu'on construisait la scène de la récitation, de la lecture? Hein? Comment est-ce que ça s'impose comme scène, même dans des comptes rendus qui rapportent des événements historiques? Qu'est-ce qu'on en dit? De quelle façon est-ce que ça se construit? Donc, il y a ce morceau-là qui m'a servi. Donc, la base de données, donc c'est pour des projets beaucoup plus spécifiques. C'est un peu comme une grande toile. On peut la tailler et l'adapter à nos besoins. Donc, elle reste... il faut rester très critique, je crois. Mais en restant très critique, ça permet néanmoins de mieux savoir, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais que c'est un peu dur, mais en même temps, c'est une sorte de projet générateur de projets. Je le dirais comme ça. On a mis à l'essai des théories qui nous précédaient, qu'on a tenté de développer, qu'on a essayé de transformer en méthodologie, en mode de lecture, en mode d'interrogation, et avec toutes les limites qu'on voit, qu'on a nommées aujourd'hui, et il y en a d'autres, ça reste un projet qui est un peu matriciel en quelque sorte. Je continuerai peut-être là-dessus parce que la méthodologie, ça a vraiment été un des aspects cruciaux de ce projet-là. Puis, un des principaux obstacles, peut-être, une des grandes difficultés, mais effectivement, moi je crois que ça a rejailli dans presque tous les projets que j'ai pu faire par la suite, puis même sans doute la manière d'enseigner ou la manière de diriger. Sans doute dans les études littéraires, je ne veux pas trop généraliser, mais je vais esquisser quand même une petite généralisation, qu'il y a un déséquilibre très grand entre la théorie, l'importance qu'on accorde à la théorie, à la maîtrise des appareils théoriques et le peu de préoccupation, voire parfois l'absence totale de préoccupation envers la méthodologie. Ce qui fait qu'un mémoire de maîtrise en études littéraires, c'est souvent 3 romans. De n'importe quel auteur, il y a un thème commun, il y a un élément commun. Donc, c'est comme si ça allait de soi que ça, c'était la méthodologie. On n'a même pas à se poser la question comment définir le corpus. Il est là. Donc, il y a une sorte de surévidence des corpus dans les études littéraires, de faible remise en question si on compare aux historiens, aux sociologues, à d'autres démarches dans les sciences humaines, où c'est ça qui est souvent au premier plan. Dans les études littéraires, puis peut-être c'est plus marqué dans le département dans lequel je suis, l'accent sur la théorie. Mais ça, travailler sur ce projet-là m'a rendu de plus en plus attentif à ça, à cet aspect-là. Puis qu'est-ce que ça peut impliquer. Puis donc, pour la vie littéraire, ça a été très, très important. Puis on a ce qu'on appelle un groupe de recherche, mais c'est une espèce de séminaire essentiellement méthodologique.
Puis, le gain que ça m'a permis de faire, ce projet-là, et les questions qui venaient avec, a été très grand. Donc, tous les biais de sélection du corpus, tout ce que ça peut représenter, qu'est-ce que ça implique que tels éléments, tu les souhaites, mais ils ne sont pas là. Tous les textes qu'on a vus passer quand on a recensé les recensions, quand on a étudié les recensions dans lesquelles il y avait un écrivain dans un roman, ben, on trouvait un texte sur 5 dans les années 1925, ou à peu près. Mais les 4 autres, ça devient presque l'équivalent des textes fictifs cités dans les œuvres. Puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on a juste un bribe de description. Donc, qu'est-ce que ça représente, ce qui a été conservé par rapport à ce qui n'a pas été conservé, quel biais dans l'analyse de ce que ça peut donner comme représentation. Ça, je pense, c'est un des aspects. L'autre aspect, je crois, c'est la confrontation progressive avec les Digital Humanities. Puis là-dessus, je crois qu'Olivier pourra en dire davantage que moi. Mais on s'est lancé un peu là-dedans comme une espèce de... à la place d'un FileMaker, ça a été ça. Puis on y a été. Mais cette base de données-là, combien d'autres elle a engendré, seul toi le sais. Et je m'en doute un peu, mais vraiment seul toi qui le sais. Mais à la vie littéraire, ça donnait des choses du côté de la sociologie hardcore, là, mais qui sont liées avec une même espèce de base de données quand même. Puis ça donnait lieu à d'autres projets qui vont dans d'autres directions, qui essaient d'utiliser ce type d'outils. Donc ça, je pense, c'est une autre des conséquences imprévues, je dirais, du projet, mais totalement imprévues, mais ça a engendré ça, je crois. Puis pour le reste, ben, on verra. Mais j'ai l'impression que dans la vie littéraire, telle qu'on l'écrit, ça a essaimé d'une sorte de manière. Je ne pourrais pas dire à quel point, parce que comme on écrit chaque ligne à 12, à la fin, on ne sait plus quel bout de ligne on a pu écrire ou essayer d'infléchir au départ. Mais la question du statut des écrivains et de l'importance de la représentation des écrivains via les romans de la vie littéraire a été intégrée dans... pas nécessairement tous les chapitres, mais un certain nombre de chapitres. Ça, c'est un autre des choses qui a été très, très utile, je crois. Mais puis aussi de confrontation à la théorie, puis au développement théorique autour de ça. Je crois que ce projet-là nous a amené à travailler beaucoup sur les questions de posture et des notions qui permettraient de mieux définir les choses. Par le saut que ça nous obligeait de faire de la fiction à des cas concrets de posture d'écrivain. Donc, c'était intéressant, difficile, décourageant par bout, mais ça engendrait ça. Merci. D'autres? Ouais, vas-y. Moi, je me remarque que je suis arrivé un peu tard dans le projet, donc je n'ai pas participé à l'élaboration en tant que tel du projet. Je l'ai observé déjà assez avancé. Mais moi, je me dis que ça peut être... un outil pédagogique aussi. C'est-à-dire qu'on pense souvent les projets de recherche en lien avec d'autres projets de recherche, mais on enseigne aussi quand même une bonne partie de notre vie. Puis donc, même au premier cycle, par exemple, si on veut enseigner la théorie littéraire, si on doit enseigner la théorie littéraire, ça peut avoir des vertus pédagogiques de demander à des étudiants de premier cycle de remplir des fiches de cette sorte, adaptées selon le cours en question, pour leur présenter les théories sociales du texte, sans dogmatisme, en leur montrant qu'on peut à la fois travailler sur texte et contexte, sans faire un ou l'autre, comme si c'était des églises. Hein. Donc, on peut faire les deux. On peut même présenter les humanités numériques dans un deuxième temps, leur faire remplir la fiche sans leur dire d'abord qu'il y a des chercheurs qui font ça, puis qui en font des bases de recherche, puis qu'éventuellement, ils vont mettre des fonctionnalités pour faire des graphes avec ça. Puis donc, on peut présenter à la fois des enjeux théoriques et puis des enjeux de recherche aussi, même de l'utiliser comme initiation à la recherche peut-être, ou en tout cas leur montrer que leurs professeurs font parfois autre chose que juste enseigner, puis qu'ils développent des outils critiques, théoriques, analytiques. Puis donc, moi j'y vois en fait des vertus pédagogiques en quelque sorte à ce type d'exercice-là. Donc, je pense que c'est reproductible dans nos pratiques d'enseignement. En fait, on fait un bon duo, Julien et moi, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je fais dans mon cours. Dans ton cours de théorie sociale. J'ai un cours de sociocritique, que tu connais bien, Michel, à Trois-Rivières. Ah oui? Ouais, j'ai donné un cours de sociocritique dans ma vie, c'est à l'UQTR. Et bon, ben voilà. Et je termine, en fait, le cours avec la base de données du Gremlin. Et justement parce que
comme vous le disiez un petit peu tous, ça force à utiliser des méthodes d'approche du texte différentes, aussi bien la narratologie que le capital symbolique, etc. Donc tout ce qu'on a vu d'une certaine manière dans la session. Puis, on a toujours du mal dans ces cours-là, qui sont des cours de théorie, à donner des exemples concrets. Souvent, c'est ce qui passe parce qu'on n'a pas le temps à la fin du cours. Là, on est obligé d'aller regarder dans les textes comment se servir de ces différentes théories. Et en général, ça marche assez bien et ça me permet aussi de parler de ce qu'on peut faire avec les Digital Humanities et de traiter de vastes corpus. Et ça, c'est très difficile aussi à faire quand on commence une maîtrise. En général, on n'a pas l'érudition qui permet d'aller regarder. Puis, bon, même quand on a l'érudition, on n'a pas le temps. On n'a pas forcément le temps. Ça permet tout de suite de donner une porte d'entrée directement dans ce type de travaux qui serait impensable sans ça. Donc, moi, ça a été, je dirais, une des inflexions, ça a été du côté de l'enseignement, du côté de la recherche. Le projet que je fais avec Martine Emmanuel Lapointe d'une histoire littéraire du contemporain. Moi, je suis une spécialiste de la littérature française, donc je me retrouve là-bas un petit peu en imposteur, mais parce que j'ai travaillé sur l'histoire littéraire du contemporain. Mais d'une certaine manière, ce qui me sert le plus, c'est un peu ce qu'on a fait ensemble, en essayant de pousser toujours pour aller regarder dans les corpus qui sont moins connus et quel type d'outils, par exemple, dépouiller systématiquement des bibliographies pour aller chercher des tendances plus larges et pas uniquement, on parlait de processus herméneutique qui se mordent la queue, c'est-à-dire qu'on a une hypothèse puis on découvre à peu près. Bon, ben là, on est obligé de découvrir autre chose parce qu'on part explorer des corpus qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît déjà. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit. En amont, il y avait sociologie, sociocritique, mais il y avait également, d'une certaine façon, contre-histoire littéraire. Contre une histoire littéraire qui cible de grands textes à travers le temps et qui jette dans l'ombre, dans le néant, carrément, comme non pertinent, tout ce qui est de l'ordre de la qualité seconde, les avatars, et qui constitue, et associant ceci à des éléments ratés de ce qui a été réussi et qu'on a retenu, ou des doubles, donc du bruit ou de la reproduction. Et je pense que qu'on a constitué, et là, qu'Illusion perdue ne fasse pas partie de notre corpus, c'était presque un choix au départ. C'est inutile méthodologiquement parce qu'il faut essentiellement verser tout le texte dans la base de données. Mais ensuite, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas Illusion perdue, c'est comment relire Illusion perdue à partir de tout ce qui s'est fait autour. Et qu'on ne lit pas, qu'on ne connaît pas suffisamment bien. Et cette vertu-là, donc, je dirais, cette capacité, ou cette volonté, qu'on n'a eu pas cette capacité, mais cette volonté de trouver des outils qui nous permettent de faire des séries plus larges, de générer des séries plus larges qui nous permettent d'interroger autrement le connu. Ça, c'était là dès le départ, et je peux dire que la base qu'on a constituée permet ça. Donc, elle permet, il y a toutes sortes de choses qu'elle ne permet pas. Ça, c'est possible. Et je trouve que pour l'analyse de la littérature contemporaine, où le temps n'a pas fait son œuvre, où l'histoire littéraire ne peut pas dire « ceci est l'ouvrage marquant de notre siècle »,« ceci est l'ouvrage marquant au Québec ou en France », cette méthodologie développée pour le passé, pour relativiser les ouvrages clés, peut être transposée, peut être réutilisée, réemployée avec modification, avec toutes sortes d'ajustements, à des corpus beaucoup plus récents, où le bruit ou où on n'a pas prédéterminé, on ne sait pas quelles sont les œuvres qui vont ou non rester, s'il y en a. Donc, du coup, ça nous permet de trouver de nouvelles façons d'interroger ces œuvres-là, en excluant, je crois, je pourrais dire ça, je ne sais pas si vous le soutiendrez, mais pour moi, c'était clair, en excluant la question de la valeur. Totalement. Ouais. Moi, il y a une dernière question, je ne veux pas étirer les choses trop longtemps. Donc, il y a une dernière question que je voudrais poser, mais je voudrais vraiment qu'elle soit ouverte, parce que
toutes les personnes qui sont présentes ont touché ou non, ont touché à cette base de données en tant qu'utilisateur, en tant que lecteur, en tant qu'encodeur, en tant qu'animateur, quoi qu'il en soit. Et donc, de façon quasi anecdotique, je me demande s'il y a quelque chose, enfin je sais qu'il y a quelque chose, mais je vous demande de parler de quelque chose, d'un roman, d'un personnage, d'une scène, de quelque chose qui vous a marqué dans ce travail-là ou dans cette fréquentation, dans cette fréquentation-là. Et on achèvera avec ça. Mais moi, je vais y aller parce que c'est le prix La Combine de René Dunant. De loin, c'est l'ouvrage qui m'a le plus renversé parce que, donc, c'est dans les premiers dépouillements, au premier été, avant de faire la demande de subvention, juste pour voir comment ça serait possible de... j'ai envoyé une assistante dépouiller Le Mercure de France de 1925, puis de me ramener tous les romans d'écrits dans lesquels il y avait un écrivain fictif. Puis, il y en avait comme 25, je crois, quelque chose comme ça. Puis, parmi ceux-là, il y avait le prix La Combine. Puis, j'ai réussi à le retrouver. Puis, depuis, c'est un ouvrage, je sais que je vais retravailler sur cet ouvrage-là parce que d'une part, c'est très riche. C'est-à-dire, c'est un ouvrage qui joue à tel point avec les codes du roman à clé qu'on a bien l'impression qu'il n'y a pas de clé en arrière. Mais ça joue avec pour nous donner le goût de chercher aussi, il n'y aura pas quelqu'un derrière les clés. Donc, c'est très foisonnant. Ça démontre une bonne compréhension des enjeux de la littérature contemporaine, mais aussi une capacité à jouer de l'excès, à aller dans les dépassements des clichés. Par exemple, je ne me souviens plus à quelle présentation m'y a fait penser. Dans les phrases marquantes, mais très tôt, elle met en évidence le fait que les écrivains qui se médiatisent, il faut qu'il y ait des petites phrases punchées. Puis donc, il y en a un de ces personnages qui dit « On n'est pas homme, on le devient ». 1925. Donc, wow, quand même. Alors, le sens de la formule précise que, évidemment, en changeant homme pour femme, ça change un peu la chose, mais 30 ans plus tard, qui sera repris. Donc, il y a tout ça. Puis en plus, quand on découvre après qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui l'a écrit, il y a bel et bien une René Dunant, qui a écrit, mais on ne sait pas si c'est elle qui écrivait ses propres romans. C'est sans doute une anarchiste, dadaïste, qui écrivait des romans érotiques dans ces années-là. On se dit, waouh, merci à ce dépouillement de m'avoir fait découvrir ce personnage totalement unique. Et le roman et la carrière, la trajectoire. Puis je pense que c'est sans doute la liaison entre les deux. C'est-à-dire, c'est du fait d'une trajectoire aussi unique que ça permet d'avoir un regard aussi décalé par rapport aux enjeux contemporains. Donc moi, c'est certain que c'est la découverte. Totalement imprévu. Je crois que personne n'avait entendu parler de René Dunant auparavant. Je soupçonne celui qui a travaillé, celui qui a fait le prix Goncourt, Robert Kopp, d'avoir lu le texte qu'on a publié sur ça, parce qu'il parle du prix La Combine, puis de René Dunant. Je n'avais jamais trouvé un seul article auparavant sur elle. Mais peu importe, je m'en fous, c'est dans le domaine public. J'ai eu du plaisir. Moi, je vais quand même en placer une, mais ce n'est pas directement lié au corpus. À ce corpus-là, mais ça m'y a donné accès. Ce sont les jeux qui accompagnent certaines de ces œuvres qui s'y substituent. Donc j'en ai 2 ou 3 maintenant. Donc il y a un jeu de loi, un véritable jeu, un jeu de loi de la vie littéraire qui a été publié, qui a été fait par Maurice Henry, qui est il faut qu'on joue pour voir qui va gagner. J'ai déjà utilisé dans mes cours. Mais bon, bien sûr, il y a le livre dont vous êtes l'intellectuel qui est dans l'industrie. Et puis j'en ai découvert un il n'y a pas longtemps qui date des années 20, qui est un jeu pour l'obtention du prix Goncourt. C'est vraiment au dernier épisode, le personnage principal obtient le prix Goncourt. Donc ce sont toutes ces frasques et ces aventures, ces pérégrinations dans l'obtention du Graal qui était celui-là. D'autres interventions? Ouais, moi j'en aurais une. C'est Camille Durand-Plaude qui avait attiré mon attention là-dessus. Un personnage sur lequel j'aimerais bien me pencher peut-être un peu plus, c'est celui de Philippe Solers, qui revient quand même beaucoup.
Camille me l'avait fait remarquer, donc il est dans Femme, mais c'est S, c'est crypté. Les Sœurs de Prague de Garcin, Les Particules élémentaires de Welbeck, Quitter la ville de Angot. C'était une fonction du langage, Et- de Laurent Binet. Mais donc voilà, on peut encore en trouver d'autres. Et puis je me suis dit, ah mais en fait, il n'est pas le seul. Puis je suis allée regarder, et dans notre base, on peut voir que par exemple, Becbédé aussi devient un personnage qui revient, Welbeck devient un Oui. personnage qui revient. Et je me suis rendu compte aussi que parfois, c'est les auteurs qui se mettent en scène eux-mêmes. On revient un petit peu sur l'autofiction. Puis ils ont une petite tendance à se tuer à la fin de leur livre. Amélie Nothomb, je ne sais pas si vous avez lu c'est Petroni. Welbeck. Démolir Nisard, Chevillard aussi d'une certaine manière, parce qu'il devient Nisard puis il veut se tuer. Enfin bon, il y a quand même quelque chose comme ça d'un petit peu trouble. Alors ça, c'est une piste ça m'amuserait beaucoup là, de continuer d'aller regarder, puis de voir aussi comment ils deviennent des personnages et quels sont les traits de ces personnages, surtout Solaire, je pense. Là, il y aurait quelque chose à faire. Il y a un roman qui continue de me fasciner. C'est Corinne. C'est Corinne. Pourquoi? Parce que sur les 2 siècles, on regarde, et il me semble que les communications d'aujourd'hui le montraient assez bien. Le parcours du roman de la vie littéraire, le parcours de celui qu'on va suivre ou qui va raconter, c'est le parcours de celui qui côtoie la médiocrité. Donc le monde littéraire, pour l'essentiel, le roman de la vie littéraire dit pour l'essentiel, la littérature, ou en tout cas tout ce qui se rapporte à l'institution, est un monde corrompu. Donc la littérature n'existe pas là. Et j'ai beau la chercher, je ne la trouve pas. Donc ça s'apparente à une sorte de roman de la vie littéraire, à une historia calamitatum mei, c'est une histoire de mes malheurs, et je vais être de déception en déception, avec une pointe de lumière à la fin, possiblement. En fait, la valeur, elle est souvent incarnée par celui qui se promène dans tout ça, et donc la pureté ou la littérature va être cette fleur qui va pousser sur ce fumier. Donc l'institution, l'ensemble des relations constitue ce gros tas de fumier, puis peut-être une fleur va se dégager de tout ça, va sortir au final. Et on regarde le premier vrai roman massif de la vie littéraire, Corinne. Corinne, elle est reçue, c'est une des premières scènes du 4e livre, là, elle est reçue au Capitole, elle est couronnée, les poètes de la cité chantent sa gloire, donc c'est la concorde parfaite. C'est la concorde, il n'y a aucune hostilité, elle est couronnée, elle chante un poème, la ville l'aime, donc il n'y a aucune hostilité d'aucune forme. La seule chose qui va la faire chuter, Marie-Pierre, C'est l'amour. c'est l'amour. Elle va rencontrer, l'italienne va rencontrer le splénétique anglais, et qu'est-ce qui va arriver? Elle va devenir, il va la traîner dans les vapeurs, dans les vapeurs du spleen, puis il va la rendre mélancolique, et elle va mourir, elle va faire son chant du cygne. Mais ce n'est pas la littérature qui la tue. Et il y a une sorte de pureté qui est accordée là, en amont de notre corpus, à une forme d'institution, de proto-institution de la littérature, avec... donc, je trouve ça assez fascinant, ce roman. Mais, dernière remarque peut-être. J'ai pas de scène ou de roman marquant, mais je trouve ça intéressant parce que, Pascal, tu viens de définir ce que c'est le roman de la vie littéraire. Et je vous rappelle, chers amis, je peux le faire parce que j'étais pas là à l'époque. Dans votre fiction du champ littéraire, vous posiez des hypothèses. Vous disiez que peut-être que les représentations de la vie littéraire, c'était peut-être plus qu'une mise en abîme. Puis peut-être que ça, comment vous disiez ça, c'est là où l'écrivain tente de donner sens à la contradiction de la vie littéraire moderne qui valorise le génie solitaire, mais dans lequel l'écrivain est pourtant dans un monde social, un milieu compétitif. Puis il y a peut-être là, dans ces romans-là, un savoir spécifique sur la littérature. Puis en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on vient pas mal de définir c'est quoi un roman de la vie littéraire. Puis je trouve ça intéressant. Moi, en tout cas, quand je me suis jointe à vous, j'étais pas sûre de savoir c'était quoi, en fait. Puis je passais mon temps à tourner dans le protocole pour savoir combien il faut qu'il y ait de personnages, puis tout ça. Mais là, maintenant, au bout de 5 ans, je sais c'est quoi. Puis on en a défini. Là, on n'est pas loin de pouvoir définir ce que c'est le roman de la vie littéraire en tant que genre. Tu
sais, tu l'as dit, tu en as lu 155 romans satiriques qui sont pareils, donc c'est intéressant, là, il y a quelque chose qui n'était pas là au début. C'est un type de roman qui fonctionne autrement que les autres romans, qui a, pour une raison que je ne m'explique pas, un rapport particulier avec le roman sentimental. Ça, je creuserai ça plus tard. Mais bref, c'est un des acquis du projet, ça aussi. Merci beaucoup, merci sur ces bons mots. On va refermer cette table ronde. Merci de votre participation.